Ouais, bon, bonsoir tout le monde. J'espère que tout va bien. Donc c'est parti là pour le deuxième numéro, on va dire, de cette de ce travail un petit peu du soir autour de propositions autour d'un Mac culture, quoi. Donc plutôt avec des réflexions ce soir que des découvertes. Même si j'espère en fin de live quand même vous proposer un certain nombre de titres. Là, je voulais partager des réflexions plutôt autour de trois grandes thématiques. D'abord des réflexions suite à une longue discussion que je peux avoir hier avec un copain autour de Thomas qui m'écoute pas d'ailleurs, autour de la question de ce qu'est une adaptation. Je voulais revenir un petit peu. Il y a Dune qui est sur Canal+ en ce moment. C'est un film avec lequel j'ai eu un petit peu de mal et je voudrais quand même préciser deux ou trois choses au niveau de l'adaptation. Ouais, grave. En même temps, il n'a pas l'adresse, quoi. Alors ensuite, le deuxième truc, c'est que tiens, envoie-lui l'adresse du stream à Thomas là, Marcel. Ensuite, je voudrais partager des choses autour du rap dans les années 2000 et notamment euh, échanger avec vous à partir d'une interview de Tequila Tex et Cuisinier euh, de Tequila, ouais, autour de Tequila Tex et il y est dans le stream de Marcel, Thomas, le matin. Donc du coup, c'est une interview qui date d'il y a quelques années déjà, c'est une interview du Move, et je trouvais que c'était intéressant de revenir un petit peu sur ce qui a pu se passer au courant des années 2000 du côté du hip-hop, et notamment de l'itinéraire particulier de ce groupe-là. Donc du coup, ah yes, d'accord, ok. Ah d'accord, c'est marrant. Et donc quand l'IRL croise le chat de Marcel, quoi. Et enfin, je voudrais échanger sur un sujet peut-être un petit peu plus dur dans la deuxième partie, revenir sur la question du triangle de relation dans certaines œuvres, séries et mangas surtout, mais en abordant la question du deuil. Et donc le tiers en fait du triangle étant celui qui a disparu. Voilà. Donc je trouvais que c'était je voulais revenir un petit peu sur ça et faire le tour aussi des œuvres plus en manga là à ce niveau-là qui explorent cette dimension-là. Après avoir remis en place le paradigme tel que j'avais pu le faire il y a quelque temps à partir de l'auteur René Girard, qui est un auteur dont je me suis déjà servi euh, au cours d'un des lives précédents, quoi. Voilà, bon, c'est tout ça, un petit générique et puis on attaque, on commence par la question de l'adaptation. Alors, petit générique. Alors allons-y, bon tranquillement, hein, de toute façon quoi. Alors
D'abord, c'est vrai que je voulais commencer par la problématique qui est liée à la question d'adaptation. Je les mettrai sur YouTube quand même, les Macs, finalement, quoi. Si c'est une série de réflexions comme ça. Je sais pas s'ils dureront toujours 2 heures, mais j'essaierai de les mettre sur YouTube. Alors là, donc du coup, bienvenue aussi à ceux qui sont sur le replay. Je viens d'avoir un message très chouette sur une des vidéos précédentes sur la troisième personne. Donc c'est vrai que c'est chouette quand il peut y avoir un peu de répondants. Donc si ça permet, vu que c'est un petit peu difficile d'installer une nouvelle heure aussi, c'est cool de pouvoir mettre des replays au début, quoi. Alors, la question de l'adaptation. Euh, j'ai... Alors, je suis pas allé beaucoup au cinéma hein, ces derniers temps. En revanche, je suis allé voir la version de Dune et je voulais partager quelques réflexions autour de cette question de l'adaptation et notamment de la déclinaison. De certaines œuvres sur différents supports. Euh, qui, d'une certaine façon, correspond à une espèce de fil d'adaptation successif. Donc je voulais revenir un peu sur ça. Bon, pour X raisons, mais sans doute lié au fait, un rapport un petit peu difficile que je peux avoir avec le cinéma. Je sais pas, la longueur, le mal de tête, bon voilà, j'ai pas eu forcément des expériences très chouettes au cinéma, que ce soit avec Batman ou avec Dune, qui étaient quand même deux œuvres que j'attendais énormément. Ça c'est vrai. En revanche, et ça c'est vrai aussi, en revanche, il y a un certain nombre de choses qui m'ont quand même impressionné dans les deux œuvres. Je vais pas revenir sur le Batman là ce soir, c'est pas ça qui m'intéresse. Je voudrais vraiment partir de Dune. D'abord, premièrement, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, on en a parlé hier soir, c'est le travail du mapping sonore. C'est-à-dire que je sais que c'est une ambiance qui a pu ahurir un certain nombre d'entre vous, quoi, et que ça n'a pas toujours été bien accepté, ce travail sonore-là. Moi, j'ai été très impressionné. En plus, il y a un jeu du panoramique quand même au cinéma qui est assez fort, quoi. Moi, j'ai été très impressionné par le panoramique sonore qui était proposé dans Dune. Et bon, ça a vraiment été un point positif, quoi. Et disons que ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, le film propose aussi une expérience sensorielle, quoi. Et il y a quelque chose de très minéral, fatalement, dans Dune, qui est retravaillé dans le roman, euh, par l'intermédiaire du rejet de la technologie et assez régulièrement d'un jeu sur l'organique et sur le sexe même, ce qui est assez curieux au moment où on se prend sur la figure sur le tome des Honorés Matriarches. Pour ceux qui viennent d'arriver, je parle de Dune et de la question des adaptations. Dune qui vient de passer sur Canal+, et je voudrais proposer un certain nombre de réflexions autour des adaptations. Il y a il y a une espèce de défi qui est proposé par la science-fiction moderne, qui est très inspiré par Cronenberg à ce niveau-là, de proposer des expériences plus ou moins totales. Et effectivement... Oups. Ah, super, merci beaucoup. Merci Elvinski. J'avais oublié que j'avais ma petite musique. Merci Elvinski pour le follow. Et donc, du coup, il y a effectivement et vous aurez reconnu la musique de, de Jojo. Et donc, il y a effectivement ce qui a beaucoup marqué la science-fiction moderne, c'est le travail qui a été proposé par Cronenberg, mais même par Scott dans l'Alien, quoi. C'est-à-dire qui est proposé aussi dans le Blame de Tsutomu Niei, c'est-à-dire de proposer une expérience qui soit à l'hybridation du minéral, de l'organique, parfois du mécanique aussi, et
il y a ce côté un petit peu curieux dans Dune, c'est que on va basculer progressivement du côté de quelque chose de plus charnel, alors que les bases de l'œuvre sont très froides, très minérales. C'est du silice, c'est du sable, c'est du feu qui est produit à l'intérieur d'un corps humain, d'un corps vivant qui est celui du verre et tout, etc. Voilà. Et là, pour moi, le film de Villeneuve est réussi par l'intermédiaire du travail sonore, justement. Et par quelques plans géométriques, et notamment, comme le disait Hattori hier soir, par le jeu des plans, en fait, quoi. Les différences de focale, de proportion, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail de cinéma qui est pas inintéressant, qui est proposé par Villeneuve. Après, moi, pour X raison, je suis resté un petit peu à l'extérieur du film parce que effectivement, bah voilà, c'est des expériences de lecteur, hein, c'est pas grave, il faut pas. J'ai été effectivement un peu dévoré par mon amour du roman, quoi, et j'ai eu un petit peu de mal à me situer par rapport à un certain nombre de cordages scénaristiques qui étaient proposés, la reconstruction du personnage du père, l'invasion que j'ai trouvé hyper maladroite, voilà, bon, ça m'a sans arrêt sorti un petit peu de l'œuf, quoi. Mais c'est pas très grave. En revanche, je reconnais quelque chose, et c'est vrai que je voudrais aller de ce côté-là sur la question de l'adaptation. Je reconnais quelque chose, c'est que il semble bien qu'une obsession de Villeneuve, ce soit celle de la rencontre, certes, mais surtout celle, et c'est quelque chose que j'ai pu développer dans un certain nombre de mes streams, celle de la place que le héros ou que le personnage est susceptible d'occuper. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant et qu'on retrouve dans Blade Runner. Le personnage joué par Ryan Gosling se pose la question sans arrêt, comme dans Matrix, de est-ce que je peux occuper cette place? Est-ce que je suis une sorte de messie? Est-ce que je suis un intercesseur? Est-ce que je suis un intermédiaire entre les mondes? Est-ce que je suis ça? Est-ce que je suis la rencontre? Est-ce que je suis susceptible d'incarner la rencontre? Donc c'est toute la problématique de Blade Runner, et d'une certaine façon c'est aussi toute la problématique de Premier Contact, la linguiste se posant assez régulièrement cette question de, pas est-ce que je suis légitime, mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que ma présence est pertinente? Est-ce que voilà, vraiment la question de la place à adopter. Et c'est vrai que c'est une des grandes problématiques qui est présente dans Dune et qui est très forte sous la plume d'Herbert sur les trois premiers, même sur l'intégralité de sa saga, c'est-à-dire est-ce que euh, moi, Paul, puis moi, Empereur Dieu, puis peut-être même moi, Duncan, je reviendrai sur ces trois personnages-là, est-ce que je suis susceptible d'occuper cette place de Messie, puis de héros, voire même de personnage principal? Et là, je vous renvoie à ce que je disais hier sur cette histoire de zombie qui sort des tourments d'un otaku fatigué et qui est en train de se rendre compte que non seulement il n'est pas le héros de quoi que ce soit, mais qu'en plus il est en train de se faire bouter hors de son histoire, dont il n'est même plus le personnage principal. Il y a vraiment, c'est vraiment une problématique moderne en fait dans la façon dont on a revisité le héros et dans la façon dont on essaye de reconstruire une, une mythologie épique ou du récit héroïque. Voilà, ça c'est vraiment. Et là, du coup, la réflexion de Villeneuve croise parfaitement celle d'Herbert. Qu'est-ce qui se passe dans Dune? Dans Dune, vous avez des Bene Gesserit qui ont implanté dans un certain nombre de planètes des récits. Les Bene Gesserit, c'est une espèce d'ordre d'Illuminati supérieur, quoi, qui traverse les siècles avec des plans, des stratégies, et qui ont une vraie vision de long terme. Ces Bene Gesserit-là ont implanté, en se disant qu'elles pourraient s'en servir un jour ou l'autre, une légende de Messie au sein de la population Fremen qui occupe la planète d'Arrakis, la planète Dune. Et ces Fremen attendent un Messie. Elles se disent, un jour, on implantera aussi un personnage à cet endroit-là, pour X raisons, ça pourra toujours nous servir, et on a un récit qui est disponible
pour l'érection d'un héros sur cette planète-là. Jessica, Bene Gesserit, mariée pour des raisons politiques avec le duc Atréide. Ah, salut Sakura. On est en train de parler de la question des adaptations. Et là, je faisais un petit détour par Dune. De qu'est-ce qu'est une adaptation. Et ce que je disais, c'est que il me semblait que quand on arrivait à s'arracher du fait que la lecture du roman rendait souvent un petit peu difficile le fait de rentrer dans l'adaptation, on pouvait toucher de près une problématique qui me paraît fondamentale, qui est celle que les auteurs dialoguent les uns avec les autres, et parfois, il y a des rencontres entre des obsessions. Et il me semble que, même si je suis pas un très grand fan du travail de Villeneuve sur Dune, il me semble que Villeneuve trouve dans l'œuvre de Frank Herbert, donc dans la série de romans Dune, une interrogation qui croise directement la sienne, qui est qu'est-ce qu'un héros? Est-ce que le héros c'est une place qui est posée? Et est-ce qu'on peut occuper cette place-là? Et donc du coup, les méandres en fait et les problématiques que se posent un certain nombre de personnages et le fait qu'ils se demandent est-ce que je suis pertinent, est-ce que je peux occuper cette place qui a l'air d'être laissée libre. Voilà. Et du coup, je trouvais que c'était assez intéressant en fait de considérer le rapport qu'il pouvait y avoir entre une œuvre et son adaptation, en envisageant le dialogue qui pouvait exister entre les obsessions de chacun des auteurs ou de chacune des autrices. Voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment ça. Et donc dans Dune, effectivement, l'ordre des Bene Gesserit, dont le roman d'Herbert a installé une légende, Jessica, qui est une représentante, qui est une Bene Gesserit, je spoil pas, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est su dès les premières minutes du film et dès le début du roman, quoi. Jessica a désobéi au Bene Gesserit, elle avait fait un mariage politique avec le duc Atréide dont finalement elle est tombée amoureuse, et elle lui a donné un héritier, elle lui a donné un garçon. Contrevenant par là aux ordres des Bene Gesserit qui lui avaient imposé d'enfanter d'une fille. Les Bene Gesserit sont capables de contrôler les équilibres chimiques de leur corps pour choisir le sexe de leur enfant, par exemple. Voilà, ça c'est la première chose. Ça me paraît important. Cette première transgression-là va être liée au désordre politique et vont livrer Jessica et son fils Paul dans le désert à la rencontre des Fremen. Et Jessica, connaissant l'histoire, elle va essayer de réactiver cette mythologie du Messie, tout en étant hantée par l'idée que son fils est peut-être vraiment l'élu, et peut-être vraiment le Messie. Et voilà ce qui me semble être une vraie réflexion que se pose Villeneuve tout au long de ses films, notamment dans Blade Runner 2046, que j'aime beaucoup, dans lequel Ryan Gosling se pose la question tout au long du film, est-ce que je peux occuper cette place du héros? Problématique qu'on retrouve beaucoup dans One Piece tout au long de l'œuvre. Joy Boy, Nika, ces légendes définissent une place qu'on peut ou pas occuper. Voilà, bon, ça c'est quelque chose que j'avais déjà développé dans un certain nombre de lives, mais je trouvais intéressant de revenir dessus et donc de considérer en fait une adaptation et son œuvre originelle comme étant hanté par des obsessions particulières et comment finalement il pouvait y avoir un dialogue entre les obsessions de l'auteur quoi et les obsessions de son adaptateur. Voilà, je trouvais que c'était une vraie question qu'on pouvait se poser. Je vais dans une autre direction maintenant sur la question des adaptations. L'adaptation peut être une expérience violente aussi. C'est-à-dire que, en fait, l'adaptation nous rappelle qu'une œuvre, elle repose pas forcément sur un message, mais que c'est aussi une machine qui repose sur un équilibre particulier. Et je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai pu partager une ou deux fois, qui est une expérience assez douloureuse, quoi. Une expérience d'œuvre. Hein. Mais je mets quand même un petit trigger warning dessus. J'ai lu, il y a longtemps maintenant, il y a 20 ans quoi,
un livre qui m'a beaucoup marqué, beaucoup fasciné, et ça me fait me poser des questions sur pourquoi ça m'a fasciné ce bouquin de merde, quoi. Qui s'appelle Le Roi des Aulnes de Michel Fournier, de Michel Tournier, pardon. Et dans le Roi des Aulnes, on a deux parties en fait, quoi. La première où on suit un homme qui traîne quand même un peu autour d'un collège et qui entretient une relation de fascination assez malsaine, quoi, avec une enfant. Euh, et dans la deuxième partie, une espèce de réflexion métaphorique sur le personnage de l'ogre dans la forêt et une espèce de grande fresque en fait autour de nazis en fait qui essayent de s'enfuir et qui passent par un refuge en forêt. Pour quelle raison est-ce que je parle de ça et pour quelle raison c'est que il y a un passage dans le roman, mais je ne vais pas trop spoiler, mais il y a un passage dans le roman qui, la première fois que j'ai lu le roman, m'avait mis un peu mal à l'aise en fait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un doute, il y a un crime qui est commis, et un crime qui mange un enfant en plus, quoi. Et il y a un doute sur le fait que ce crime soit ou non commis par le héros, enfin par le personnage principal, qui est la première personne dans cette première partie. Et donc il y a une vraie réflexion en fait autour de... Alors attendez, je mets sur Twitter, on évoque les problématiques liées aux adaptations. Liées aux adaptations d'œuvres. Hop, comme ça je... Aux adaptations d'œuvres. Voilà. On va acheter ça. Et donc c'est vrai que voilà, j'y retourne. Voilà, je suis revenu. Et donc c'est vrai il y avait à l'intérieur de ce roman cette espèce de passage un petit peu flou, quoi. Et j'ai vu l'adaptation en fait. J'ai vu l'adaptation qui a été proposée par je me rappelle plus, le Roi des Aulnes, Schlendorfer, je crois, je suis pas sûr, il faudrait vérifier, quoi. C'est aussi qui a fait le tambour, je crois. Bon, donc j'ai vu son adaptation et en fait dans son adaptation, il tranche cette question-là, cette question du crime. Et donc vu que c'est à l'écran, pour lui, il n'y a pas eu de crime. Et ça a été hyper violent. C'est-à-dire que je me suis pris en pleine figure le roman à ce moment-là. Et là, dans ma tête, j'ai éteint la télé, j'ai arrêté de regarder le film, je voulais pas, c'était devenu trop insupportable. Et pour moi, l'intégralité du livre s'est mis à pivoter autour de cet acte-là, et que le doute sur le fait, bon, pour moi, c'est sûr qu'il y a eu un crime, maintenant, il fallait au moins garder le doute selon lequel il y aurait pu y avoir un crime. Et ça m'a permis en fait de me rendre compte de la puissance maléfique un peu de ce roman-là, quoi, de cette emprise de me libérer un peu de cette emprise-là aussi, quoi, et d'avoir compris ce qui m'avait mis autant mal à l'aise en fait dans ce roman. Je veux pas aller plus loin sur cet auteur. Moi, je me suis fait mon avis sur cet auteur et je veux plus lire en fait. Je veux plus en entendre parler. Mais chacun se fera son avis. Mais voyez, là, la question de l'adaptation pose aussi celle du point ou des obsessions sur lesquelles reposerait le matériau originel. Voilà, je voulais vraiment insister sur ça. Donc du coup, sur le fait qu'une œuvre, ça repose quand même sur quelques pivots, et que le travail de l'adaptation, c'est pas un travail par rapport à une réflexion sur la même thématique ou maniériste ou sur la construction. C'est vraiment l'adaptation, c'est un mano à mano entre les obsessions de deux œuvres. Voilà, vraiment, c'est ce qui me semble qui apparaît. Et je voudrais finir ce premier petit développement autour de trois même. Trois adaptations en fait qui sont faites des déclinaisons qui m'ont énormément marqué.
C'est parce que ce sont des adaptations qui sont en fait des déclinaisons sur supports différents d'un matériel et d'obsession mises en place par le même auteur. Akira a été dessiné par Otomo et mis en scène par Otomo. Nausicaa a été dessiné par Miyazaki et mis en scène au cinéma par Miyazaki. Evangelion a été a été mis en scène par Hideaki Anno et a été l'objet d'une série, non pas cette fois-ci déclinaison sur autre format, mais d'une série de reboots et prolongements. Je vais revenir un petit peu sur les trois et pourquoi ça m'a autant marqué. Je pense que j'aime autant profondément les films, là pour les deux premiers cas, je parlerai d'Evangelion après, j'aime autant profondément les films que les mangas. Ça veut dire que pour moi, on est face à des œuvres qui sont très étrangères les unes aux autres, en fait, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont des variations autour des mêmes obsessions. Et que à chaque fois, on a le cas dans ces deux-là, Nausicaa. Donc, Nausicaa est un film de 1984, je crois. Et Miyazaki qui s'est retrouvé un petit peu coincé à ce moment-là. Miyazaki qui est pas un dessinateur de manga, qui est vraiment un réalisateur de films, quoi. Et qui avait déjà travaillé notamment sur le Sherlock Holmes avant, sur un certain nombre d'œuvres, quoi. Sur Lupin aussi, je crois, c'est lui et Cagliostro. Et donc... Miyazaki s'est lancé effectivement dans la rédaction de ce manga sur un entre-deux. Et c'est sans doute un de mes mangas préférés, c'est 7 tomes, Nausicaa, quoi. Et c'est une fresque gigantesque sur, un petit peu de la même façon que le X de Clamp, sur une espèce d'anti-humanisme, en fait, de réflexion écologique sur le fait que le milieu doit écraser l'humain, en fait. Quelque chose comme ça. Et donc, c'est une fresque avec ses clans, sa cartographie, etc., etc. Et c'est pareil pour Akira, en fait. Le manga Akira est une fresque dystopique politique, quoi, avec un certain nombre de rebondissements et des clans, une organisation politique qui se met en place. Vraiment une vraie réflexion sur la politique de l'apocalypse, quoi, dans les deux cas, que ce soit dans Nausicaa ou etc. Et les films, pour moi, sont intéressants dans la mesure où elles sont des rêveries poétiques à partir de ces obsessions-là. Où on tisse par la musique, les raies de lumière des motos, on tisse une espèce de fil poétique autour de la métaphore de l'apocalypse, quoi. Et c'est pareil dans le film Nausicaa, notamment ce passage assez merveilleux, nan où il y a la petite fille qui chante sur l'eau mou, la lumière, il y a le changement de graphisme, il y a un vrai travail poétique, quoi. Et ça serait intéressant de voir comment d'une œuvre à l'autre, on a un travail poétique ou politique à partir des mêmes obsessions et qui travaillent les mêmes obsessions. Et là, on a vraiment des œuvres qui discutent entre elles, qui parlent, qui ont des choses à se raconter. Voilà. Je trouvais que c'était intéressant parce qu'on se pose souvent la question de ce que c'est une bonne adaptation ou pas. Est-ce que... Moi, je trouvais que c'était intéressant d'ouvrir ces pistes-là. La dernière que j'ouvrirai, puis après je passe à autre chose, c'est la proposition d'Hideaki Anno. Moi, je renvoie au long live que j'ai pu faire à ce sujet-là. Dans Evangelion, on est bien face à un auteur, Hideaki Anno. Donc Hideaki Anno qui a fondé le studio Gainax dans les années 80, suite à la victoire à deux petits concours. C'est des œuvres qui sont trouvables d'ailleurs sur YouTube. Le studio Gainax a eu un budget pour pouvoir un budget de commande pour faire une œuvre, la limite de l'œuvre de propagande, dans lequel il devait évoquer, sous le modèle du film américain L'étoffe des héros, la conquête de l'espace par la grandeur de la patrie japonaise, quoi. Et donc ils ont fait leur étoffe des héros qui s'appelle les ailes d'Onéamis. Et j'ai freeze.
Alors, est-ce que, ouais, c'est juste l'image qui a freeze ou est-ce que c'est le stream qui a freeze? Si c'est l'image, c'est pas grave, je vais le reprendre tout de suite. Voilà, hop, voilà, c'est bon. Ça a l'air d'être revenu et j'ai l'impression que ça a pas, que ça a pas coupé. C'est juste la caméra qui a freeze. Et donc, donc ça, c'est les origines du studio Gainax, quoi, et c'est les ailes de Namis, qui est un film de commande qui est assez intéressant dans la mesure où il a inventé énormément de choses, notamment dans la mise en scène des nuages, dans dans la mise en scène de la fumée, etc., quoi. C'est un vrai film de base, une vraie bible technique en fait. Et, et après, il va se lancer dans Nadia, faire un certain nombre d'œuvres. Enfin, c'est un studio qui a fait un certain nombre d'œuvres. Et puis un jour, Hideaki Anno va se lancer dans l'écriture d'Evangelion, puis de Karekano. Bon, j'ai déjà développé ça, hein, dans mon live sur Evangelion, notamment sur les films reboot. Ce qui est intéressant là, c'est que on a vraiment un auteur qui était en pleine psychothérapie et qui a objectivé un certain nombre de tensions qui pesaient sur lui et qui travaillait avec son psy sous forme de 3 lignes correspondant aux 3 personnages de la série, le père, le fils et Rei. Et en fait, et ensuite il a travaillé sur ça. Et quand il reprend des années plus tard et qu'il essaye de faire une suite, il va voir la doubleuse de Shinji et il dit à la doubleuse de son héros: ce personnage, je le comprends plus, je sais plus quoi en faire de ce personnage. Et donc c'est suite à des longues discussions qu'il a pu avoir avec la doubleuse, qui lui semblait être le personne qui avait gardé le plus de liens avec ce personnage-là, qui va trouver la force de réaliser les 3 films reboot qui sont pour moi assez merveilleux, quoi. Voilà. Et donc du coup, on est dans le cadre cette fois-ci non pas d'une adaptation, mais d'un prolongement, d'une variation. Et pour moi, il y a une transformation de l'univers shakespearien très huis clos de la Nerve dans Evangelion. Evangelion qui est une histoire de gros robots avec des anges, des créatures qui viennent attaquer la Terre successivement et qui sont repoussés par une organisation qui a grugé pour pouvoir avoir les moyens de mettre des gamins dans des robots et de détruire ces anges-là. Tout cela, en fait, cachant une espèce de plan à long terme manipulé par un certain nombre de dirigeants, dont Ikari Gando, le père, voilà, sans aller beaucoup plus loin. Là, pour moi, on a vraiment le cas d'un réalisateur qui passe son temps, en fait, à réadapter son œuvre pour répondre aux questions et aux obsessions qui lui sont posées, quoi. Voilà. Donc là, on est dans le cas non pas d'un auteur qui saisit d'une œuvre pour l'adapter, mais on est dans le cas plutôt d'un auteur qui réactualise ses obsessions dans une série d'œuvres. C'est le cas aussi pour moi de Shuzo Oshimi, ou d'un réalisateur comme Kusturica, qui sont pour moi des gens qui font sans arrêt la même œuvre autour des mêmes obsessions. Voilà. Bon, je close cette page-là sur les adaptations. J'espère que ça c'était un peu intéressant et que ça a ouvert quelques pistes ouais, voilà, j'avais peur que mon micro marche pas, quelques pistes de réflexion, et je vais attaquer là. N'hésitez pas si vous voulez rebondir sur des trucs, quoi. Moi je pourrais en parler pendant des heures, quoi, mais voilà, je voulais m'arrêter là, et je voudrais ouvrir ma deuxième mon deuxième élément de réflexion de ce soir, cette fois-ci autour de ma culture là, cette fois-ci autour de la question du hip-hop dans les années 2000 et notamment du trajet du groupe TTC. Mais bon, ça me permet de faire une petite pause, je remets un petit générique.
Alors voilà, je voulais donc j'attaque la deuxième partie un peu de ce mag quoi. Donc on a un petit peu échangé autour de cette question des adaptations. Je voudrais maintenant vous parler en plus de quelque chose qui est très personnel parce que c'est un petit peu c'est vraiment la musique est aussi une question un petit peu générationnelle quoi. Et c'est l'occasion de revenir aussi un petit peu sur mon parcours. Et j'ai eu l'occasion, et c'est cool que ce document soit disponible, de voir, mais il y a quelque temps déjà, une interview dans la radio Nova d'un groupe que j'ai beaucoup écouté étant plus jeune, quoi, qui s'appelle TTC, Tido Tequila Tex Cuisinier, ou toute taxe comprise. Et donc on aura l'occasion. J'arrête pas de friser, ma caméra elle frise aujourd'hui. C'est pas grave. C'est pas grave, ça finit toujours par revenir. Et donc on aura l'occasion de revenir un petit peu sur ce groupe-là, d'où il vient et tout, parce que c'est vraiment une vidéo une interview en fait, qui est consacrée entièrement à leur univers. Et donc c'est vrai que je trouvais que c'était chouette de revenir sur ce groupe-là qui, il me semble, y compris avec ses ratés ou les obliques qu'il a peut-être pris un peu trop tôt, ou les choix qui ont été faits, ou plutôt les réappropriations des réappropriations. Mais ça, j'aurai l'occasion de développer. Me semble être un moment important dans l'histoire de la musique française, quoi, et qui dit quelque chose d'une époque. Et je trouvais que c'était chouette de revenir un petit peu sur l'itinéraire de ce groupe-là. Alors, je vous mets un petit peu dans dans le truc quoi, et dans le contexte en fait. Moi, je suis vieux, hein, je suis né en 80, ce qui veut dire que du coup, la fin de mon adolescence a été très marquée par ce qu'on a appelé une époque, l'époque trip-hop. Ça veut dire qui était une espèce de vraie tonalité artistique un petit peu de cette époque-là, où on avait à la fois les films de Sofia Coppola, par exemple, genre surtout Virgin Suicides qui m'a beaucoup marqué, la musique de Portiched, la musique de Tricky, etc. Et cette espèce d'ambiance blanche bourgeoise triste un petit peu de cette fin d'année, de ces fins d'année là, la découverte du rock anglais depuis Pulp jusqu'au rock américain des oh mince. Euh, ouais, ça me reviendra. Et puis pour moi, beaucoup de Sonic Youth aussi au-dessus de ça. Voilà. Du coup, je suis un garçon qui a écouté beaucoup de rock indé, on dira quoi. Avec ces sonorités très particulières qui à la fois nourrissaient le lyrisme adolescent et en même temps le teintaient d'une certaine noirceur, plus celle de la lune que celle d'un astre plus noir encore, mais une musique très mélancolique, très liée à une espèce de spleen adolescent de ces années-là. Je pense que c'est important de commencer par là. Il se trouve que en parallèle de ces années-là, et ça c'est des gens un petit peu plus vieux que moi qui ont vécu cette expérience-là, à la fin des années 90, enfin tout au long des années 90, il y a eu un mouvement fort autour de ce qu'on appelait les free parties, et qui venait essentiellement du Nord, de la Belgique, de l'Angleterre et tout, et quelque chose qui était assez complet dans son orientation, dans la mesure où je vais changer, je vais mettre quand même TTC. Voilà, avoir au moins juste les images quoi. Et je reviendrai dessus. Et donc c'est vrai que
c'est une période qui a marqué donc les gens de la génération un petit peu au-dessus de moi. C'est Spiral Tribe, c'est les Sound System dans la forêt, et c'est une vraie réflexion. Il y a un livre d'anthropologie culturelle d'ailleurs qui est très chouette autour des free parties. Il faudrait que je vous retrouve le titre de ça. Et qui était vraiment très intéressant. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est dans la deuxième partie de notre mag. La première était consacrée à la problématique des adaptations au cinéma, en manga, en animé, etc. Et là, dans cette deuxième partie, je voulais revenir sur l'itinéraire de ce groupe TTC et essayer en les suivant dans une interview, notamment d'essayer de conduire un certain nombre de réflexions sur ce que pouvait être la musique dans les années 2000 et une histoire que finalement en fait on a un peu réécrite. Voilà. Donc ce que j'expliquais, c'est que moi, à la fin de mon adolescence, on était très marqué par le spleen de l'époque trip-hop, quoi. Et donc on écoutait Tricky, on écoutait Björk, on écoutait Portiched, on regardait les films de Sofia Coppola, voilà. L'adolescence blanche, triste, ouais, je disais sous le signe de la lune, on va dire, sous le signe de la lune, quoi. Salut méga chevalier. Euh, voilà, donc ça ça va être moi plutôt mon itinéraire, quoi. Maintenant, en parallèle de ça, les gens d'une génération il est où le chat? Ouais, il est là, il s'est mis n'importe où. Les gens qui étaient un petit peu plus vieux que moi, eux, euh, ils ont profité de toute la période qu'on appelait la période un peu free party, quoi, qui à la fois portait une vraie réflexion sur des nouvelles modalités de ritualisation de la musique. La teuf comme un rite en fait, quoi, quelque chose de presque un peu religieux en fait, et en même temps réflexion sur le nomadisme, sur ce que c'est que le son, sur ce que c'est que le son, sa viscéralité en dehors de la musique, le retour d'une certaine dissonance. C'est assez une musique qui se compte en décibels et plus en notes et tout. C'est assez bon. Il y a toute une voilà, mais je vais pas pour l'instant. Je laisse ça dans un coin. C'est pour remettre un petit peu dans le contexte. En même temps, effectivement, un certain nombre de groupes ont un certain succès à la fin des années 90. Tequila Tex de TTC rappellera qui va commencer en même temps que les psychiatres de la rime, donc Soprano, quoi. Donc il y a un certain rap en fait qui est à mi-chemin, enfin qui est pas à mi-chemin, mais qui soit propose des horizons très festifs, quoi, le Mia, et même la fin du ministère Hammer, quoi, soit à l'inverse des propositions très 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 engagées, très virulentes, quoi. Et donc là, bon, c'est tout ça, on connaît par cœur, quoi. Le ministère Hammer encore, mais aussi Assassin, etc. Bon, je reviens pas. Et puis ça va être début des années 2000, le début de la caution. Voilà. Il va y avoir vraiment toute une scène qui va s'organiser autour du hip-hop et du réseau de MJC. Voilà, je vais pas. Donc il va y avoir vraiment ces deux et qui nous ont un peu marqué, quoi. Moi j'ai l'impression, mais ça c'est juste une impression, hein, qu'il y a eu un peu une réécriture de cette histoire-là, d'histoire des 2000, quoi, et que on a tendance à caricaturer un petit peu les 2000 autour du parcours de quelqu'un comme Booba ou de quelques autres, quoi, et qu'on a tendance à passer un petit peu sous silence. Oui, 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 oui. Psychiatre de la rime, en revanche, fait partie du versant sombre de ce que j'essaye de dire là. Ce que je disais juste, c'est que on a tendance à surpolitiser un petit peu le rap de la fin des années 90, alors que pour une grande part, il y avait beaucoup de choses qui étaient très festives, quoi. Et genre, il faut écouter les premiers albums d'IAM, quoi. C'est vrai, IAM, c'est Demain c'est loin, mais il faut voir Demain c'est loin, comment c'est noyé par toute une production qui était très festive et très légère, quoi. Maintenant, c'est vrai que ouais, il y a
il y a tout ce... Après, bon, voilà, faudrait refaire... Je vais pas la refaire l'histoire du rap des années 90, mais ça serait effectivement intéressant de voir ce qui se passe en France à ce moment-là. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que au début des années 2000, des gens comme moi, c'est-à-dire plutôt des bourgeois blancs, mais qui avaient un cercle d'amis très très investi dans la musique et qui ont vécu la queue de comète de la Free Party, c'est-à-dire que moi, ce à quoi j'ai assisté, c'était vraiment la fin, quoi, ce qu'on appelait les cercovales, c'était les moments où on commençait à confisquer le matériel en fin de soirée, donc on était vraiment euh, dans une fin d'époque, quoi. Et c'était aussi le moment où un certain nombre d'anciens, je pense à Crystal Distortion, à tous ceux qui vont fonder après Spiral Trap un label à Lyon qui va s'appeler Expression. Je pense aussi à des gens qui faisaient du hardcore comme Manuel Malin, comme Daniel de Radium. Tous ces gens-là vont se retrouver des niches dans des réseaux plus institutionnels de salles. Alors il y aura un site internet qui était notre référence à cette époque-là, qui était Infratune, et il va y avoir un certain nombre de labels qui va être plutôt spécialisé par ville et qui va étendre une toile en fait, qui vont nous permettre d'assister non plus à des teufs, mais soit à des concerts. Et c'est le début aussi du showcase, ça veut dire c'est le début aussi des soirées plus ou moins privées ou plus ou moins réservées ou plus ou moins niche, notamment par exemple le jeudi soir au Rex à Paris, il y avait du hardcore et donc il y avait tous les anciens qui allaient réécouter Manuel Malin, etc. C'est aussi des moments où tout ça s'institutionnalise. Je vous renvoie à ce qu'on a pu dire sur l'institutionnalisation, ce que Nathalie Annick appelle l'artification. Et donc, Manuel Malin qui joue avec Torgul devant l'Orchestre National de Montpellier, des choses comme ça qui vont avoir lieu dès le début des années 2000. Voilà. Donc on est vraiment sur la sédimentation, le figement, l'institutionnalisation de la musique électronique, mais en même temps, voilà, ça continuait un petit peu à résister. À cette époque-là, moi, j'organisais, je faisais partie d'une petite équipe où on essayait d'organiser des concerts à la Grange à musique de Creil. Et effectivement, pour nous, c'était moins cher de voir arriver Crystal Distortion, qui venait avec son PC et qui coûtait 800 balles, je crois, à l'époque, qu'un groupe de métal. Et donc, on pouvait construire comme ça des soirées et tout. Il y avait très peu de mélange, ça c'est très important. Il y avait des tentatives de fusion. Il y a le groupe de métal Lofofora qui s'est rapproché d'un certain nombre de groupes de rap, qui a essayé de mettre en avant un groupe de Lyon qui s'appelait La Calcine et qui a essayé aussi Lofo de se rapprocher d'un groupe qui était très impressionnant à l'époque, qui s'appelait Cabal, et ils avaient fondé In Vivo. Certains membres du groupe de Renault de Lofo avaient fondé In Vivo. Donc il y a des tentatives de fusion, No One is Innocent, il y a des tentatives de fusion métal, électro, hip-hop, mais il faut bien dire ce qui est dans les concerts qu'on a organisés. Il y avait une première partie pour les gamins un peu ska, ces gamins-là après ils rentraient chez papa et maman, et ensuite après il y avait un peu de métal et ça finissait par une free quoi, et les gens qui écoutaient du métal ils étaient partis avant de... À part quelques punks qui avaient compris, ou qui saisissaient de plusieurs éléments des différentes musiques, il y avait assez peu de mélange en fait qui s'organisait vraiment. Voilà, ça c'était important. Le rap commence à trouver une vraie identité dès le début des années 2000 quoi. Je finis quand même sur la spécialisation par scène. L'institutionnalisation vient en France, s'associe en France à une régionalisation plus qu'à un travail de label. Ça veut dire que nous, les labels qui nous plaisaient beaucoup à cette époque-là, donc il y avait Expression, mais Expression c'est Paris. Il y avait à Lyon un label qui s'appelait Jarring Effects, qui a relancé notamment le dub et qui était très marqué par la personnalité de groupes comme Kali Life Dub et surtout Ezekiel. Et il y avait en Bretagne, autour de Brest et de Rennes, un auteur majeur qui s'appelle Robert le Magnifique et qui faisait de l'abstract à cette époque-là et qui avait réuni autour de lui, qui avait fondé le label Idouette et qui avait réuni autour de lui
toute une petite bande. Alors, histoire de faire une petite pause, je vais quand même vous faire écouter Robert le Magnifique dans une session qui s'appelle Hamlet, et qu'il avait construit avec un chorégraphe et des rappeurs de là-bas, quoi, Taper, My Dog Is Gay, et Psychic Lyrica. Et je vais juste vous faire écouter le spectre, quoi, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui montre une tentative de fusion de l'abstract et du hip-hop à cette époque-là. Condamné à errer de nuit en nuit, jeûnant le jour dans un cachot de flammes, tant que le feu n'aura lavé les crimes de ma vie naturelle. Qu'on me laisse révéler les secrets de ma prison. Les mots de mon récit écorcheraient ton âme, glaceraient ton jeune sang, feraient jaillir tes yeux hors de leur sphère, telles des étoiles, déferaient tes boucles, dressant chaque cheveu pris en lui-même, comme un piquant du porc épic fiévreux. Alors il y a indéniablement une certaine fraîcheur dans ces propositions-là. On sent bien aussi le poids d'une certaine institutionnalisation, quoi. Un exercice qui est très convenu. Mais honnêtement, j'ai eu la chance de voir ça en concert au Shabada à Angers il y a une vingtaine d'années. Et c'était intéressant parce que c'est un vrai travail de MJC, c'est un travail avec un chorégraphe, ça a permis de lancer quelques rappeurs de la région. Donc il y avait vraiment le travail de label en France à cette époque-là, il était vraiment régionalisé, quoi. On est face à de la musique bretonne. Et après, à côté de ça, le travail qui était produit par Robert le Magnifique tout seul était très impressionnant, très marqué, mi-chemin entre Aphex, Bug 65, ce qui pouvait exister à cette époque-là en termes d'abstract ou de musique électronique, quoi. Donc du coup, voilà, ça c'est vraiment l'ambiance de ce début des années 2000. Maintenant, je voudrais qu'on écoute un peu TTC. Je vais leur laisser, c'était pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Et il est évident que nous, des gens de ma génération, voilà, je vous disais, qui avait un cercle de copains très tourné vers la musique et qui était très intéressé par ça, avait hâte de trouver des vraies rencontres entre le métal, la musique électronique et le hip-hop, quoi. Et disons ce qui est, quoi, d'en faire des hybridations. Euh, pour des blancs bourgeois un peu intello qu'on était, quoi, et, euh, et qui cherchaient de l'indé dans tout ça, quoi. Voilà, faut être capable de comprendre que c'est ça qui était en jeu. Il y avait une vraie demande de ça, et il y avait surtout une demande du côté du rap et de l'électronique, puisqu'on voit bien que les tentatives qui ont été menées du côté de l'hybridation métal rap ont été des tentatives qui ont quand même assez vite, même s'il y avait des choses, il y avait du body count, il y avait des sons un peu métal. C'est le grand échec un petit peu de l'album Superstar de Cypress Hill, qui a pas si bien marché que ça, et qui a pas permis d'être l'intercesseur entre de fusion qu'on aurait pu attendre de ce type de groupe là, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour remettre dans un contexte un petit peu plus personnel. Maintenant, je voudrais que vous entendiez le témoignage de Tequila Tex et de Cuisinier, donc qui sont tous les deux invités dans une émission du Move, émission qui date je vais essayer de retrouver ça, émission qui date d'il y a 4 ans. Donc qui est quand même assez récente finalement, quoi. Donc je passerai un certain nombre de passages. Sachez juste, et je bouclerai, ça me permettra de boucler cette boucle là du point de vue personnel, c'est que il y avait toute une galaxie en fait, quoi, dont effectivement TTC était les têtes de proue, on dira, quoi, était à la poupe. Mais on avait des groupes comme La Caution, comme
comme le Club des Losers de Fuzzati, comme les projets de James Delec. Bon, voilà. Et qu'on a retrouvé dans 2 albums qui sont hyper méprisés, là, vous allez voir, par Tequila Tex, mais qui étaient très importants pour nous, qui était l'album de l'Atelier et l'album de l'Armée des 12, qui réunissaient un petit peu toute cette galaxie-là, cette galaxie du rap français, et qui avait une teinte d'albums de MJC, mais qui ont été importants. Mais je reviendrai sur ça en coupant la vidéo au fur et à mesure, tranquillement, quoi. Alors, interview TTC Tequila Tex il y a 4 ans. Incalculable de compilations aux côtés des plus grands rappeurs français, mais aussi avec Thor ou encore le MC Grimes Skepta. Du bruit pour TTC. 20 ans d'exploration pour un groupe qui a été mal compris, qui a tout défriché et qui est arrivé sans doute trop tôt dans l'histoire. J'avais un groupe au collège où c'était plutôt... ou non, au lycée plutôt qu'au collège d'ailleurs. Où c'était vraiment du bricolage, quoi. C'était vraiment un groupe de lycée et où c'était vraiment... mais c'était marrant, enfin c'était formateur, hein, mais c'était surtout... c'est quasiment des reprises, quoi. J'étais dans un lycée avec des gens du monde entier. J'étais dans une école internationale, donc il y avait des gens d'un peu partout. Donc ça rappait en anglais, en français, en toutes les langues, et c'était très amateur. Et je pensais jamais que j'allais faire un truc assez valable pour attirer l'attention de quelqu'un qui faisait ça plus sérieusement, parce que Tito il faisait ça déjà un peu plus sérieusement. Il avait aussi un groupe à l'époque. Et donc voilà, ouais, c'est lui qui m'a... Enfin, c'est cette rencontre qui nous a fait dire à tous les deux, bon bah on va aller voir un mec, un beatmaker entre guillemets, parce que ça commence là en fait quand t'as un groupe de rap, c'est quand il faut sortir des phases B, quoi. Bah voilà, exactement. Quand tu sors des phases B, c'est là où tu peux vraiment dire j'ai un groupe. Et ouais, je pense que 98. J'ai peur d'en parler parce que du coup tu vas devoir le jouer. mais en fait on s'est retrouvé sur une compilation qui s'appelle Vague Nocturne, sur laquelle il y avait aussi Psychiatre de la Rime. C'était la première apparition de Psychiatre de la Rime aussi. J'écoutais, j'entendais dans le Uber en venant, il a mis Skyrock, il y avait un morceau de soprano et je me suis dit tiens, c'est marrant quand même. Lui aussi, c'était 98. Et donc voilà, on s'est retrouvés à faire un morceau. Je te passe les détails sur les changements de nom, les changements de formation, etc. Mais je dirais que oui, TTC, c'est né à peu près à ce moment-là. Prends ton billet pour le train fantôme psychédélique avec ma clique de clown psycho. Je t'attire sur mon chapiteau. Rentre dans mon cirque, tu n'en sortiras pas de sitôt. Très vite, on se met à traîner chez DJ Cruz. C'est là où on rencontre la caution. Et c'est là où on rencontre Reptile aussi. Et lui, il fait déjà des morceaux avec un groupe qui s'appelait Rescapé, qui était une grosse influence pour nous à l'époque. Lyrics explicites, paroles de jésuite, Sina. Pleine lune t'incite à faire fortune. Gratte le bitume, Rescapé y a laissé ses plumes. Eux avaient déjà un petit peu genre des voix différentes, des trucs, des voix hyper extrêmes, des flows hyper différents au sein du même groupe. Ça a été une grosse influence pour nous. Donc on se retrouve chez DJ Cruz. Et c'était dans le 19e. Et c'est là où on commence à vraiment travailler notre art. Je pense que Rescapé dans un premier temps et la caution dans un deuxième, et tous les gens qui gravitaient autour de cette scène-là ont été des influences. Mais même en dehors de ça, on écoutait Time Bomb et tout ça. Ouais. C'était à cette époque-là et on était de jeunes rappeurs, donc on écoutait 88.2 régulièrement. Mais ça s'est vite, c'est vrai que en fait à l'époque les choses avaient de l'importance sur un plus court terme en fait. On ne répète pas depuis longtemps, donc tout était
si t'écoutais un truc pendant 6 mois, t'avais l'impression que c'était une grosse influence pour toi. Tu vois t'avais pas le recul nécessaire pour puis surtout, pour déterminer un petit peu quels sont les trucs qui t'ont vraiment marqué. Alors, et puis t'étais encore un kid en plus à l'époque, donc tout ce que t'écoutes, tu t'abreuves parce que c'est hyper intense, quoi. Exactement. Donc je dirais que dans la carrière de TTC, au sens large, tel qu'on peut l'analyser aujourd'hui, le rap français a pas une place énorme dans nos influences. Mais c'est vrai que à cette époque, c'était un peu plus le cas. Effectivement, on était... si tu veux, on se retrouvait sur des mixtapes, et en fait, au fin de compte, c'est au moment de rentrer dans la scène, c'est à force de traîner avec d'autres rappeurs français et de se retrouver sur des mixtapes avec d'autres rappeurs français, tu deviens plus exigeant par rapport au rap français, et tu deviens plus... et tu te dis, oh, putain, mais... Tu commences à comprendre que tel rappeur a pompé tel autre rappeur américain. Tu commences à voir tu commences à un petit peu voir le dessous des cartes en fait et voir l'envers du décor. Et c'est ça qui te force à être un peu plus exigeant. Et c'est ça qui te fait au final te méfier un petit peu du rap français jusqu'à le rejeter complètement, ce qui était notre cas à une époque. Et en fait, mais c'est le rap français qui nous a dégoûté du rap français en fait. Voilà. Début de TTC, 1998, on a encore un pied dans ces trucs un peu plus mainstream. Et très très vite, on se tourne vraiment vers le rap indé. C'est parce que, voilà... C'est la sortie en 99, c'est le premier maxi en fait. Exactement. Okay. Je dirais que un petit peu avant, on aime déjà les deux et on sait pas trop faire la différence. Et puis quand on commence à vraiment se plonger dans Internet, les forums, suivre un peu les sorties des labels indés qui soient new-yorkais et un peu plus tard californiens. Mais là, quand on commence à devenir un peu vraiment des nerds du rap, là, on se met vraiment dans le rap indé. Et là, c'est la course au truc le plus intello. C'est la course au truc le plus underground, le moins connu, le plus chelou, le plus... on découvre les premières... le premier EP d'Eminem avant qu'il rencontre Dre. Les trucs de Fondolem Records, le label de Bobito Garcia, qui avait sorti des trucs comme Arsonists, comme Cage, des premiers trucs de Compagnie Flow. Tous ces trucs-là, nous touchent vachement. L'effet, le côté scène nous plaît à fond. Le côté truc qui existe en marge de ce qui passe à la radio nous plaît à fond. Et dans la foulée, on sort Game Over 99 et on se retrouve plein de gens nous ferment des portes parce qu'ils nous trouvent trop bizarres. Du coup, on se dit, ouais, on est grave, on est comme Compagnie Flow, nous, on est trop bizarres, tu vois. Alors, il y a des trucs qui, il y a plein de trucs qui seraient intéressants à revoir. C'est aussi une époque, c'est le début de l'abstract et tout, et donc oui, bien sûr, il y a la figure absolument écrasante d'Aphex Twin à ce moment-là, mais il y a aussi un certain nombre de trucs qui nous viennent des États-Unis, notamment du label d'un label qui est intéressant qui s'appelle l'Exoleum. Et du coup, c'est un petit peu l'occasion d'écouter un peu tout ça. C'est pas forcément, je pense, des choses qui sont très connues, mais disons que là, en fait, vous allez voir qu'après TTC, ils vont quand même partir énormément ils vont partir énormément dans... Alors, est-ce qu'il apparaît? Ouais, yes. Ils vont partir énormément du côté d'influence anglaise, et notamment avec la signature à Big Dada qui était directement liée au Ninja Tune, quoi. Et donc du coup, à cette époque-là, vous aviez deux grands labels, quoi, le Ninja Tune et Warp, le label d'Aphex. Et donc nous, on s'est pris une grosse claque avec le Drux plus encore que
truc My Father là, Come to Daddy là. Plus encore que Come to Daddy, nous c'est vraiment Drugs qui nous avait marqué, et en même temps on écoutait ce genre de choses. Alors, je voulais vous faire écouter ces Roots, hein, mais je voulais vous faire écouter quand même du TIS de l'époque, quoi. It was 3 days ago and I noticed the first signs of change. The metamorphosis had begun to shift my structure's range. A gaze in the mirror revealed the reflection of the mutant invading my space. Hair grew my body and face at a ridiculous pace. I shaved different scars and no avail. Still it grew quicker than a leader in an Indy 500 race. I pondered frantic, contemplating this hopeless diagnosis as my tissues expanded. Proportions focused. Called my employer with extreme symptoms of fever and cough. Thinking for a day off, the response received was in a state of despair, sat to think, broke the chair. At this point, I resemble a cross between a rhinoceros and a fat grizzly bear. Voilà, c'est juste pour faire écouter un petit peu. Donc, du coup, il y avait du rap indé aussi aux États-Unis à ce moment-là, et qui commençait un petit peu à s'imposer. Il y avait un Canadien qu'on aimait beaucoup aussi qui s'appelait Bug 65, qui commençait à faire des EP à cette époque-là. Et donc, du coup, il y avait toute cette ambiance-là. Et c'est vrai que TTC assez vite à digérer un petit peu ces ambiances-là. Ils se sont éloignés du rap français, et notamment par l'intermédiaire de MF Doom et surtout de Skepta. Ils sont allés du côté de l'Angleterre, et ils ont profité des différentes ressources de ce label qui les avait signés, parce que c'est le premier groupe français, hein, vraiment, qui signe sur Dada à ce moment-là, quoi. Je vous mets la suite de l'interview de TTC. La musique impossible, la musique. Moi j'ai du mal à croire que c'est mieux que. Non, c'est mieux que Special D, mec. C'est déjà le truc commence, c'est un peu de trance, après il y a un break, tu vois. Après il y a un break, bon. 4, 3, 2, 1. Le stress s'accumule dans mes cellules cérébrales, les autres MC se débranchent. Sur Game Over 99, Mr. Flash, il sample un truc de Mario. Enfin, on essaie de faire des trucs qui n'ont jamais été faits, quoi. Il y a quand même la signature avec Big Dada qui est importante. Ouais, qui est hyper importante. Et qui nous ouvre sous la belle de Ninja Tune, il faut le rappeler. Ouais. Et ça va nous ouvrir à plein d'autres choses. Ça a lieu vers 2000-2001. Mm-hmm. Et l'album sort en 2002. Le premier album, Ceci n'est pas un 10, sort en 2002. Donc là, on est vraiment, en plus d'être à fond dans le rap underground, on est adoubé par, enfin, nous, on est accepté par un label qui sort un peu ce genre de musique-là, qui a sorti de la musique de Saul Williams, de Mike Ladd, Compagnie Flosson pas loin, le rap anglais un peu chelou n'est pas loin, Roots Manuva n'est pas loin, c'est un sous-label de Ninja Tune, donc super crédible dans la musique électronique. Nous, on a toujours écouté de la musique électronique en filigrane, on va dire, on a ressenti Daft Punk quand c'est arrivé, parce que tous les gens du rap ont capté qu'il y avait Daft Punk qui existait, parce que c'était finalement assez proche, et donc ça c'est une chose. Il y avait aussi on regardait comme tout le monde les clips d'Aphex Twin dans l'alternative sur M6 pendant la nuit, on trouvait ça gaulerie et plutôt intriguant et vraiment cool. On a tous écouté de la dance, plus ou moins de la house avec, je dirais, Masters at Work sans vraiment savoir que c'était Masters at Work, et Armand Van Helden parce qu'il y avait une tronche de rappeur et qu'il mettait North Face dans ses clips. Donc on a tous ces trucs-là, on les avait un peu comme background, mais on s'était jamais vraiment intéressé à la musique électronique en détail. On s'engouffre là-dedans à l'époque, en 2002, à l'époque de notre premier album, qui moi, je l'aime pas, notre premier album. J'en suis pas. Je reconnais qu'il a été nécessaire,
mais j'estime que c'est un brouillon de ce qui va arriver par la suite. Et j'estime que déjà il a été fait en plusieurs fois, en plein de fois en fait. Et du coup, le temps qu'il sorte, on n'en était plus content et il nous représentait plus vraiment. On personnifie un rail de métro. Pourquoi? Pour quel but? Donc, pour quel résultat? En fait, tu vois. Les tentacules se déploient d'une porte à l'autre de la ville. Tellement de style que certains me sniffent. Une tige en ferraille, poli, limité, je suis un rail. Je dirais qu'on faut aussi, on peut aussi créditer la présence de Parawan et Tactile. Ça va être fondamental. En fait, il y a deux trucs intéressants là dans ce qu'il dit. C'est d'abord effectivement hein, les temps de maturation. Moi, ce qui m'étonne, c'est que l'Armée des 12 et l'Atelier se soient pas sortis avant le premier album, et ouais, ça doit être le cas. Il y a d'abord Ceci n'est pas un disque. Alors dans Ceci n'est pas un disque, vous avez des morceaux très syncopés, très éprouvants, comme les Versaillais là, où ils se moquent de Daft Punk d'ailleurs, je crois. Non, ils se moquent de R. Ils se moquent de R, des deux gars de Jean-Christophe et machin, les deux bourgeois et tout quoi. Et donc du coup, ils sont déjà dans une double position insupportable pour eux, c'est-à-dire le fait de digérer, ça il va pas trop en parler, mais ce que ça implique d'être des blancs qui essayent de faire du rap un peu intello et tout dans ce contexte-là, ce qu'ils essayent de mettre à distance, mais qu'en même temps ils renforcent pas la mise en distance, parce que la mise en distance est particulièrement bourgeoise à ce niveau-là, et donc ça c'est de pauvres riches par exemple. Et en même temps, effectivement, quand même dans cet album, quelques coups de maître, même s'il le dit pas, du point de vue de comment est-ce qu'on repense la boucle. C'est-à-dire que nous, c'est sans doute quelque chose qui nous avait marqué parce qu'on commençait à avoir ces expériences-là à ce moment-là. C'est-à-dire, on voyait sur des soirées, notamment en dub ou même en jungle, des rappeurs qui venaient de la musique house jamaïcaine là, qui tournait un peu en France de temps en temps. Un jour, j'inviterai mon copain Thibaut qui vous parlera un petit peu de la musique jamaïcaine, du dancehall quoi, et de comment des gens comme Gentleman ou Benny, je sais plus comment il s'appelait, bon bref, comment les grandes stars du dancehall arrivent à poser comme ça sur des morceaux de jungle hyper vénères quoi, dans des improvisations totales, et en même temps qui renvoie à une tradition qu'on connaît très bien dans le jazz, qui est la tradition du scat, ou la tradition de la voix en fait qui devient un instrument de musique, et donc du coup qui joue en improvisation et en dialogue avec les instruments de musique, développant des improvisations syncopées. Et là en fait il y a quelque chose en fait que nous on commençait un petit peu à voir sur scène, de nouvelles façons un peu d'utiliser la voix dans le cadre d'essais improvisés quoi. Et c'est les moments où en même temps on a le film Slam de Mark Levin qui sort avec Saul Williams, et donc on commence à écouter un petit peu de slam. La scène slam qui me semble n'est pas trop développée en France. Après nous on n'était pas parisiens, donc si on était parisiens à ce moment-là d'ailleurs, mais bon on s'est pas trop intéressé à ça. Est-ce qu'il y avait des bars le soir où il y avait des gens comme ça qui scandaient de la poésie, voilà bon. Mais en tout cas c'est quand même des choses qui commencent à rentrer un petit peu dans notre univers quoi. Et là il y a Tactile et Parawan. Le Tactile et Parawan, c'était ouf en fait. Les gars, c'était ouf. Les gars, ils se sont mis à, comme il va dire, à coudre de la musique sur des instrus et surtout à sortir de la boucle. Et ça nous a beaucoup impressionné. Et ça, il va bien l'expliquer. Teki dans le truc quoi. En studio avec nous. Qui arrive sur la fin de la création du premier, en fait. Et eux, ils sont très présents sur la réalisation, surtout de Bâtard Sensible, du deuxième album. Et eux, ils nous poussent vraiment dans nos retranchements. Et ils nous poussent vraiment à être plus exigeants, en fait, dans ce qu'on fait. Non, le couplet pas assez bien. Non, là...
le couplet est pas assez bien, il faut que le choix des mots soit mieux. On pousse plus, j'ai l'impression, sur le deuxième album. Il y a eu 2 trucs aussi entre Ceci n'est pas un disque et Bâtard sensible. Il y a eu l'album de l'Atelier, qui est ce qu'il est. Hein. Moi, c'est pareil, c'est pas un album que je trouve formidable aujourd'hui. Mais il y a eu je pense que l'album de l'Armée des 12 a été très très important aussi. Hein. Ça nous a poussé à devenir meilleurs et c'est sûr. Et notamment, il y a un morceau sur lequel c'est juste High-Tech de la Caution et moi qui s'appelle... le nom m'échappe là. On peut le trouver sur Spotify. Il s'appelle Helium Liquide. Il s'appelle Helium Liquide. Il est produit par Parawan. Et là, je pense que je veux pas dire de bêtises. Pour moi, en tout cas, corrigez-moi si j'ai tort et regardez les dates, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu du rap avec de l'autotune avant ce morceau. Et c'est à peu près à cette époque-là, je dirais, entre les 2 albums, que Para va expérimenter avec certaines techniques, fondre les voix ensemble, vraiment coudre les vocaux avec la musique. Et ça va être le grand truc de Bâtard sensible. C'est-à-dire que sur Bâtard sensible, on va faire des couplets. Si tu veux rentrer dans la technique, on va faire des couplets. On va poser des couplets sur des phases B, en inventant des espèces de flows. En posant des couplets sur des phases B assez nues, en fait, ou sur des démos assez nues avec juste un beat tout simple. Et on va créer des espèces de flows. Ensuite, les producteurs, Tactile, Parawan, Tido, vont prendre les beats, vont prendre les acapellas, et vont fabriquer le beat en fonction des acapellas. Donc en suivant les flows qu'on va faire, etc. Ensuite, ils vont nous redonner le truc pour que nous, on réadapte par derrière. Il va y avoir comme ça un échange. Ouais, d'accord. C'est une démarche assez rare en plus en rap, pour le coup. Il y a beaucoup de gens qui se... À fond. Ouais. À fond. Et c'est une démarche intéressante, mais qui en général fait des morceaux très compliqués. Ouais, je fais juste une double pause sur ça. D'abord, je le trouve très dur avec l'album de l'Atelier. L'album de l'Atelier, il est intéressant aussi, c'est qu'on a, je parlais d'obsession dans la première partie de ce live, on a quand même un certain nombre d'auteurs qui vont partager des obsessions. Je sais pas, par exemple, j'ai appris dans Codéine, il va y avoir j'ai appris à mon chien à marcher sur les pattes de derrière. À mon chien, j'ai appris à marcher sur les tables. Le thème du chien qu'on va retrouver au niveau de l'écriture dans l'Atelier. La femme parle à un banc qui ne lui répond pas de Fouzati, qu'on va retrouver aussi dans des morceaux de Fouzati. On a toute la mise en place de thématiques. Je voudrais juste vous faire écouter La Ville en juin, que ce soit au niveau de son instru ou des thématiques qui sont proposées, et notamment La Ville en juin, un morceau de l'Atelier, Yes il y est. Et je voudrais vous faire écouter ça, parce que je trouve que d'une certaine façon, que ce soit au niveau de l'instru ou au niveau de la construction, alors certes, il y a des morceaux qui sont très maladroits, le hip-hop c'est mon pote, le collier de nouilles et tout, mais il y a les morceaux finaux qui sont des purs instrus de Parawan et Tactile qui sont extraordinaires, et il y a quand même ce morceau qui est assez prenant dans sa construction, qu'elle soit thématique ou au niveau de son calage sur une instru, même si là on est sur un travail de la boucle avec chacun qui va proposer son couplet. Noyé dans la ville, j'entrevois une teinte qui colore nos grottes bétonnées d'une étrange toison d'or. Alors, j'aimerais voir les épis de blé repousser sur les Champs-Élysées pour rire avec belle des gens. Ouais, je vais l'arrêter là, il est long le morceau, après il y a encore deux couplets quoi. Mais là il y a eu le couplet de Fouzati, le couplet de Tequila Tex, c'est le premier, je me rappelle plus si c'était Tactile ou si c'était Delec. Mais on est bien
pour moi, face à une œuvre face à un son qui est quand même assez impressionnant, quoi. Au niveau des thématiques qu'il déploie, là, il y a toutes les thématiques du club de Vive la Vie, de l'album de Fouzati dans le club des losers, quoi. Sa solitude, son rapport avec la vie, la façon dont il se protège et tout. Et puis, un certain nombre de punchlines aussi qui vont être nourris après. Il y aura je veux changer de vie avant de changer d'avis dans le bâtard sensible de Tequila Tex qui renvoie ici à ses réflexions dans ce square à la fin de son couplet, quoi. Voilà, je sais que Teki il assume plus rien, quoi, mais montre-nous les 2 albums de l'Atelier de l'Armée des 12, c'est des albums qui nous ont beaucoup marqué et qu'on trouvait passionnant dans ce qui défrichait comme horizon, d'autant que les contraintes de l'écriture commune les forçaient à rester sur une structure moins complexe que celle du bâtard sensible, et donc on était sur encore de la boucle avec juste des intermèdes improvisés par Tactile et par Awan, quoi. Surtout par Awan, là, sur cet album-là. Bon, voilà, hein, chacun se fait son avis, quoi, mais nous, c'est quand même des morceaux qui nous ont beaucoup marqué, quoi. Codéine, la merveille. Minuit dans mon lit, lise le livre puis le termine. 2h30, c'est bébé, courtrage, mais le Kim Chabir, on me tue là. Pas de Nutella, un verre de lait et ma jolie Barberousse en guise de ramasse-miel. Est-ce que dans ce rapport nerd que vous avez d'érudition, vous pouvez reprocher d'une certaine manière à un public qui vous a écouté de ne pas avoir compris? Parce que par exemple, moi, tu vois, il y a une phrase très simple, c'est quand tu répètes genre 12 fois as, là, tu sais que, enfin, après, a posteriori, quand j'ai compris à quoi ça faisait référence, tu dis là, en fait, c'est un clin d'œil, c'est très clair. C'est que là, on est sur du 140 BPM, c'est de la boutie, et on est en train de faire des gimmicks qui sont ass and titties et des choses comme ça. On était très fiers des quelques gens qui ressentaient vraiment le truc, mais ça, c'est les véritables fans, et voilà, c'est compliqué quand au bout d'un moment, on avait quand même une certaine popularité, donc les gens, ils captent pas forcément le truc pour les bons codes, etc. Et ça, c'est très, très compliqué. Bah, dans notre tête, on allait s'adresser aux gens qui écoutaient DJ Assault, c'est sûr. Ok. On allait s'adresser à eux et on se disait, tant mieux s'il y a plusieurs niveaux de lecture, parce que t'aies compris as ou pas, c'est marrant. Ouais, c'est vrai que ça reste drôle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est quelque chose qui va te rentrer dans la tête. Donc, si t'as compris que c'était DJ Assault, c'est génial, tu peux faire partie d'une autre club, tu peux traîner avec nous, tu peux t'asseoir à côté de nous à la cantine, il n'y a pas de problème. Si t'as pas compris, c'est pas grave, tu vas quand même passer un bon moment. Traîne pas trop à côté de nous, mais tu vas quand même passer un moment. Le problème, c'est que avec les années, le gouffre entre les deux s'intensifie et s'élargit. Et aujourd'hui, il y a des espèces de gens d'école de commerce qui viennent me dire « Girlfriend, trop génial, les putes, elle est trop bien !» et qui se tapent sur la cuisse et qui chantent ça comme si c'était une chanson paillarde. Et moi, ça me déprime, un truc de malade. Nous aussi, on est coupables d'avoir fonctionné tellement en vase clos qu'on s'est pas rendu compte qu'on était en train de faire une chanson paillarde. Ok. Nous aussi, on est coupable d'avoir tellement eu de références et d'avoir tellement eu un 15e degré. Parce que c'était pas du second degré. Les gens nous disaient « Ah, c'est génial, vous avez fait Girlfriend, c'est du second degré, vous vous moquez des misogynes. » Et nous, comme on n'avait pas envie d'être Michael Youn, comme on n'avait pas envie d'être Kamini, et comme on n'avait pas envie d'être la parodie de rap qui dénonce le rap, comme on n'avait pas envie de faire du rap pour les gens qui aiment pas le rap, on était genre non, vous êtes plantés. C'est pas du tout du second degré, on est sérieusement comme ça. Et puis au bout d'un moment, tu finis par y croire, et alors que c'est pas vraiment toi, tu vois. Et au bout d'un moment, tu sais plus très bien où te positionner,
Et on est tellement dans des 15e, 16e, 10, parce qu'on n'est pas méchant, hein, au final, dans la vie. Quand on fait Girlfriend, on a l'impression de faire un film porno, en fait. On a l'impression que c'est de la fiction, etc. Quand t'es dans le feu de l'action, t'as du mal à le comprendre toi-même, le faire comprendre encore plus. Donc, du coup, c'était un petit peu peut-être maladroit à une époque. Et la manière dont ça s'est fait, on l'a fait sans réfléchir aux conséquences 10 ans après. C'est sûr, c'est normal, et c'est comme ça que la bonne musique est faite aussi, tu vois. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai du mal à assumer Girlfriend. Cuise les 10 noms supplémentaires. Ouais, je voudrais revenir sur cet épisode-là. D'abord, il faut savoir que il y avait en concert, quand on allait voir TTC, il y avait beaucoup de femmes. Ça, c'est important, qui sont vraiment appropriées ces chansons-là. Et il faudrait discuter avec elles, savoir dans quel sens elles s'étaient appropriées ça, quoi. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si vous voulez, l'intégralité de l'album de Bâtard Sensible, tout comme d'une certaine façon l'intégralité de l'album de Fouzati sur le Vive la vie, quoi, repose aussi, j'aimerais bien vous faire écouter Bâtard Sensible ou Ibissou et tout, etc., mais repose aussi sur déjà sur une construction formelle assez impressionnante, quoi, qui nous avait emporté. Et en même temps, indépendamment de la question de la question du message, quoi, qui embarquait sur une espèce d'exploration de ressenti et d'émotion, de spleen, qui cette fois-ci était directement branché. C'est pour ça que j'ai fait cette longue introduction sur l'ambiance trip-hop de la fin des années 90, quoi. Et moi, Girlfriend, à cette époque-là, me gênait pas. J'ai eu la même impression que Teki, moi, des années plus tard, en me rendant compte, parce que je rentrais dans la vie professionnelle quelques années après en étant prof, et donc les gamins de 3e dans les cours de récréation, ils connaissaient tous par cœur Girlfriend. Je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, et tout, etc. Non, moi, c'est 3615 TTC que j'ai pas aimé, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai quand même eu l'impression que qu'ils le disent ou qu'ils le disent pas, ils se sont rendus compte que c'était un bon filon, et que finalement, le côté Skepta rap indé, bon, c'était quand même un moins bon filon que ce qu'ils avaient pu trouver dans Girlfriend. Et il faut pas oublier, et ça, voilà, ils le diront pas forcément, que Cuisinier fait un album derrière qui est entièrement paillard, quoi, tout seul. Et que les délires d'orgasmique, de DJ orgasmique sur scène, c'est plus Parawan et Tactile, quoi. C'est un chauffeur de soirée, et qu'il est allé aussi dans cette direction-là. Donc du coup, c'est ce que je voulais dire, c'est la réappropriation de l'appropriation, quoi. Et ça valait le coup un petit peu de le rappeler. Je vais arrêter. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent écouter la fin de l'interview, à écouter la fin de l'interview, parce que je voudrais profiter du temps qui me reste pour pouvoir vous présenter un peu autre chose. Mais avant de finir, quand même, je trouvais que ça valait le coup. Alors c'était tout à l'heure, ce qu'on avait écouté, c'était J'ai pas sommeil. Et moi, c'est Codéine que je voudrais vous remettre, quoi. Je trouve que là, il y a vraiment l'intégralité de leur art qui est présent, et notamment la transformation progressive, en fait, de l'instru, qui, à chaque fois qu'on croit qu'elle va se poser dans une boucle, réévolue et fait réévoluer la voix avec elle, et de temps en temps, on a même l'impression que c'est la voix qui est l'instru elle-même. Donc voilà, je trouvais que c'était chouette de finir par ça, et puis de clore ce petit intermède. On reviendra un jour dans le cadre de Smag sur ces années 2000. J'aime beaucoup Ebissou aussi, quoi. Mais Codéine, c'est quand même quelque chose. Les heures se transforment en minutes, les minutes en secondes, les secondes en dixièmes et les années en saison, les pavés en maison, les immeubles en béton explosent. Le temps de détruire et séduit les filles, contrôle la situation, console la déception, chute libre dans une allée sans issue, t'expose. Ton temps est ta couleur.
Autour du poster, le mur rajeuni, son papier vieilli, l'image de la VHS grésille, des états crépitent, la bulle atmosphérique éclate de mieux en mieux lucide, rock le microphone, nul que Maxime, la grosse au micro. J'ai forcé sur la dose, quand on me parle ça résonne, pellicule, image inversée, système de miroir capturé par une boîte noire, les paparazzi, j'colle, j'suis une parasite, j'te brûle, pas sur les sons de Parawan, terre asséchée, canicule, chilorama. Deuxième tour, feu vert, roule un peu d'air, peut-être cool, laissez le temps de côté avant qu'il ne t'efface. Les jeux sont faits, qui perd gagne, tu es battu au chronomètre, si ça perdure autogère, surtout pas faire de l'autostop. Compte sur toi, compte mathématiques et hygiène de vie. Tu perds ton temps à essayer de prendre ton temps. Je ne serai pas là à t'empêcher de perdre ton sang. Tu peux toujours te dépêcher, rater ton train. C'est déjà le revival des choses qui se passeront demain. Et de sombres dames défilent dans des tenues rétro-ironiques. Leur concert organisé rencontre anachronique entre amis. La nostalgie joue avec tes étés et tes hivers. Toute ta vie semble démonter puis remonter à l'envers. Illustration sonore, vibration, de choc, dégustation à bord de crustacés, pas surgelés comme l'avion. Continent inondé, raz-de-marée, ouragan, 25% de terrain à se partager entre 500 millions d'habitants. 500 millions. Je navigue, mais toi tu dérives. Je m'attarde, te récupère. Tu brilles, ma vitesse de croisière en nœud. Si je te largue et que tu coules, que je te repêche et que tu rouilles, crève. Terrible aligné en un clin d'œil clair. J'évite les icebergs. Le temps détruit l'indécis, affaiblit les imbéciles. On s'interdit la déprime quand nos écrits s'engourdissent, que nos envies s'amenuisent. On devient vite agressif, plus les années rétrécissent. Le temps détruit l'indécis, affaiblit les imbéciles. On s'interdit la déprime quand nos écrits s'engourdissent, que nos envies s'amenuisent. On devient vite agressif, plus les années rétrécissent. Le temps détruit l'indécis, affaiblit les imbéciles. On s'interdit la déprime quand nos écrits s'engourdissent, que nos envies s'amenuisent. On devient vite agressif, plus les années rétrécissent. Le temps détruit l'indécis, affaiblit les imbéciles. On s'interdit la déprime quand nos écrits s'engourdissent, que nos envies s'amenuisent. On devient vite agressif, plus les années rétrécissent. Ouais, j'ai voulu vraiment aller jusqu'au bout. Pour moi, vraiment, Codeine, c'est la quintessence de bâtard sensible. Avec du recul, je pense que c'est plutôt bâtard sensible ou Ebisu qui marque beaucoup bâtard sensible, où il chante en hurlant comme ça et tout, les femmes, etc. Il y a, voilà, mais en revanche, ce morceau-là, c'est vraiment une mise en abîme du temps, du rapport au beat, au BPM, etc., qui est présent là-dedans et qui réactive tous les thèmes du trip-hop de la fin des années 90 et du début des années 2000, quoi. Voilà, moi, quand j'ai vu TTC, c'est le concert de ma vie, hein, j'ai vu TTC à l'Élysée-Montmartre, quand Tequila Tex il se pose et qu'il dit TTC à l'Élysée-Montmartre, on y est. On avait l'impression... ouais, non, le tempo, quoi, tu vois, le BPM, en fait. Et c'est vrai que on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Et maintenant, avec du recul, c'est pour ça, ouais, voilà, la suite a été une grande déception pour moi, et je comprends beaucoup mieux maintenant avec du recul. Je pense qu'ils assumaient pas très peu en fait ce qu'ils faisaient à ce moment-là, quoi, et qu'ils étaient un petit peu coincés par des postures qu'ils ont pu prendre, quoi. Donc voilà, j'aurai l'occasion de reparcourir les années 2000 sous d'autres angles. Notamment, j'aimerais bien faire un truc autour de Cabal, de Déprime ou de Jamal, quoi, et de montrer du rapport avec le Fofora et d'aller du côté du métal et de montrer ce qui se passe un petit peu dans ces années-là. Et ces années-là, c'est pas seulement Westside de Booba et voilà, il se passe plein de choses dans ces années-là. Maintenant, c'était l'occasion de suivre un petit parcours, quoi, celui de ce groupe-là qui a quand même marqué un petit peu marqué le rap. Sans doute aujourd'hui, vaut mieux écouter Shutdown de Skepta ou écouter du MF Doom, qui sont peut-être allés plus loin encore dans des appropriations politiques de l'électro. Sans doute TTC avait pas ce type de recul là par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire ou qu'ils l'assumaient pas complètement. Maintenant, je pense que c'est un moment important du rap français et je pense qu'il y a des inventions de sonorité, de rapports, de façon de travailler entre des musiciens qui proposent des prods et
rappeur qui va marquer. J'ai retrouvé ça, moi, il y a pas très longtemps. J'ai retrouvé un peu de TTC, c'est marrant, un endroit où je pensais pas du tout le trouver. Nous, avec Marcel, on est hyper fan de Bings to Bings numéro 7 de Nino. Je trouve que le moment de transition du milieu du morceau de Bings to Bings, il y a quelque chose de Parawan qui se joue là-dedans, en fait, quoi. Et dans ces ruptures d'instru en milieu de morceau et tout, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai héritage de ce groupe-là et que c'est un héritage qui est important et qui compte, quoi. J'avais prévu une autre partie autour du triangle amoureux et du deuil, mais c'est une partie qui est longue à mettre en place, donc je préfère qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On a fait notre 6-8, quoi, on a fait notre petit mag culture, on a passé beaucoup de temps à les écouter et tout, mais c'était un petit peu le but. Dayon, je te souhaite une jolie soirée, je sais pas qui est avec toi, vous êtes que deux, quoi. C'était cool, merci beaucoup Dayon d'avoir été là, quoi. Et puis pour ceux qui sont sur le replay, merci à eux de suivre tout ça, quoi. Donc moi je reviens demain, que je vais peut-être orienter autour du nouveau chapitre de One Piece, comme j'avais l'habitude de le faire déjà les dimanches, quoi. Donc voilà, bon match pour ceux qui regardent la finale de la Ligue des Champions ce soir, des bisous. On retrouve Marcel lundi de 8 à 10, mais ça Dayon il le sait déjà. Et donc moi demain à nouveau de 6 à 8, voire même de 5 à 8 peut-être. Non, de 6 à 8, je vais garder le même bientôt. Ouais, c'est quoi See You Cowboy, Space Cowboy? Ça c'est là-dedans. Allez, des bisous et puis passez une jolie soirée. On se met un dernier morceau, on se met Skepta. Allez, parce que tout vient de là-dedans. On va se mettre Shutdown de Skepta, quoi. Parce que peut-être que tout est là, en fait, quoi. Peut-être que tout est là. Allez, des bisous à tous, Skepta pour finir, et puis yes, c'est Cowboy Viva, see you Space Cowboy. Des bisous Dayon, et puis à très vite pour de nouvelles aventures.